Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous honorer de votre présence. Donc, pour introduire ce regard croisé, cinéma miroir de nos sociétés, j'aimerais citer un article de Jean Leduc, issu de la Revue des Deux Mondes et publié en mars 1961. Le cinéma nous apparaît comme un reflet du temps présent. On pourrait dire de lui ce que Stendhal disait du roman. C'est un miroir qu'on promène le long de la route. L'époque s'y révèle avec ses façons de penser et de vivre, ses grandeurs et ses faiblesses, ses tourments, ses espoirs et ses rêves, sa physionomie enfin. Certes, il est difficile de connaître son propre temps. L'homme d'aujourd'hui ne sera connu que par l'homme de demain, qui pourra, grâce au recul historique, dessiner les traits définitifs de son visage, le reconstruire tel qu'il aura été, tel qu'il le sera, fait par l'histoire. Je suis ravie d'accueillir, à l'occasion de cet échange croisé, M. Magaye-Kassé, professeur titulaire des universités, médaillé du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ainsi que M. Tarek Benchaben, critique de cinéma et directeur de la Cinémathèque tunisienne. Je vous laisse donc échanger sur un beau sujet, donc cinéma, miroir de nos sociétés. Je vous souhaite une très belle conversation et on reste. Merci beaucoup. Ça marche? Merci beaucoup. Bonjour, très chers collègues critiques. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour parler d'un sujet très intéressant. Et je voudrais l'introduire par quelques considérations sur le cinéma de façon générale, de façon singulière sur le cinéma miroir de nos sociétés, en mettant un point focal sur ce qui m'intéresse le plus, au-delà du fait que le cinéma mondial m'intéresse, qu'il vienne de différents pays, comme le Japon, que je cite volontiers puisque j'adore ses réalisateurs, dont Akira Kurosawa, dont Mitsubishi. Évidemment, on pourrait passer par le cinéma italien, le cinéma français, avec de très grands noms que je n'ai pas besoin de citer ici pour gagner du temps. Sans oublier également le cinéma de l'Inde avec Satyajit Ray. Et sans parler évidemment de Youssef Chahine, dont le film qui m'a le plus marqué est Le Destin. Surtout que ce film a encore beaucoup d'actualité par rapport à certains événements qui se passent à travers le monde. Donc, si nous parlons aujourd'hui de cinéma miroir de nos sociétés, je voudrais reprendre un petit peu la thématique qui a été proposée à partir de l'avis de M. Jean Leduc pour introduire le thème. Je suis d'accord avec son assertion, bien qu'elle me semble un petit peu générale, si on considère le 7e art, surtout ce dont je m'intéresse le plus, le 7e art africain, en particulier de sa genèse, de ce qui fonde son émergence jusqu'à son développement actuel. Ayant eu le bonheur de participer à différentes éditions du Festival du cinéma africain de Ouagadougou, le FESPACO, je puis affirmer que nous devons interroger ce qui était à la base des idées des pères fondateurs du cinéma africain. Évidemment, nous avons ici un monument, Tahar, que tout le monde connaît ici, qui a fait un très, très, très beau documentaire sur le père du cinéma subsaharien, en l'occurrence Sembène Ousmane, donc de la Tunisie, de l'Égypte, du Maroc, entre autres, de l'Afrique subsaharienne, bien sûr, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Afrique du Sud, si on sort de l'Afrique au sud du Sahara. Ce cinéma s'est inscrit dès le départ dans la perspective de la libération de l'Afrique, des différents jougs, que ce soit économique, social ou culturel, de la libération de l'aliénation culturelle imposée par la colonisation et dans la perspective de bâtir ce qu'on a appelé les États-nations, en prenant en compte et en se l'appropriant le fructifiant legs de nos sociétés, surtout au plan culturel, et dans la mesure où il fallait rétablir les cultures dans leur fonction première, les débarrasser des travers imposés par un système de domination qui pendant longtemps les a niés, voire les a spoliés et même dévoyés.
Je pense ici au film ethnographique. Vous savez, nous n'avons pas inventé le cinéma, ce sont les frères Lumière. Mais tout de suite, avec le processus colonial, les promoteurs de la domination de nos pays se sont inspirés de la force de l'image dans l'imaginaire des peuples, y compris les peuples d'où ils étaient issus et les peuples qu'ils avaient sous leur domination. Le cinéma africain devait donc se présenter et présenter d'autres réalités à des fins d'éducation. Nous reviendrons là-dessus puisque le thème c'est cinéma miroir de nos sociétés. L'entreprise ne s'est pas avérée de tout repos, il fallait bien en convenir. Différents genres se sont côtoyés pour faire litière et contrepoids au cinéma ethnographique, comme je l'ai dit, pour présenter dans le court-métrage, le long-métrage, le film documentaire, des réalités africaines avec lesquelles les Africains pouvaient s'identifier. Et quand on parle de miroir, dès l'entame de la construction d'une cinémathèque africaine et d'une production cinématographique autonome, les réalisateurs ont puisé dans le tréfonds culturel africain pour redonner à l'Afrique sa mémoire. Je pense déjà, puisque tout à l'heure j'ai parlé de la construction d'État-nation, je pense à un très très grand réalisateur d'origine béninoise mais qui s'est installé au Sénégal et qui a été le compagnon de Samuel Ousmane. Je parle de Paulin Soumanou Viera avec son film documentaire « Une nation est née ». Une nation est née, de par l'image, doit parler aux Sénégalais pour leur dire comment nous allons construire une nation à partir des décombres de la colonisation. Montrer les réalités africaines au plan historique, social et contemporain ne pouvait suffire à l'objectif de transformation des mentalités dans le sens d'un progrès bien compris qui intègre des phénomènes issus d'une mondialisation culturelle dans toutes les étapes de son développement, de l'apparition de la mondialisation au XIXe siècle jusqu'à l'époque contemporaine, la consolidation et l'extension dans tous les secteurs d'un mode de développement de type capitaliste. Il fallait montrer aux Africains que ce modèle qu'on nous a légué, qui était un modèle capitaliste, pouvait être en harmonie avec le tréfonds culturel des Africains. Quand un cinéma burkinabé présente ou quand Souleymane Cissé nous présente Figné, ou des films de ce genre, ou Yaba, ou quand Idrissa Ouedraogo nous montre ces films, c'est nous ramener notre mémoire historique et dire que nous ne sommes pas obligés de passer par les voies de développement issues de la colonisation. Il fallait peut-être repenser nos voies de développement autonomes, et ceci depuis le XIIIe siècle. Là, je pense au film Soleil de Dany Kouyaté, qui fait litière de toute l'historiographie européenne pour nous montrer avec Soundiata Keita comment le Malien, le Burkinabé, le Sénégalais ou bien le Guinéen, en tout cas toute cette sous-région-là, qui était en partie, disons, du domaine de l'empire de Soundiata Keita, comment la charte du Mandé pouvait nous aider à concevoir un monde débarrassé de préjugés, de spoliation et d'exploitation. Et le serment des chasseurs dans la charte du Mandé est un exemple très intéressant. L'époque de la mondialisation qui imprime ses marques à la création d'aujourd'hui n'échappe pas à la règle, puisque nos cinéastes sont dans le temps du monde. Et s'il faut présenter des films aujourd'hui qui soient des miroirs de nos sociétés, il faut que ces films intègrent les progrès de la technologie, il faut qu'ils intègrent non seulement le vécu ancestral, séculaire des sociétés africaines, mais il faut qu'ils soient également en phase avec l'étape actuelle atteinte par le développement de notre continent. C'est le cinéma numérique, c'est le computer art, c'est tout ça que le cinéma africain intègre désormais comme médium nouveau à côté des médiums classiques que certains qualifient de simples vecteurs de médiation, c'est-à-dire des médiums intangibles de l'environnement, comme l'environnement. Le cinéma, plus que la littérature, acquiert de ce point de vue un statut d'art à part entière, comme la photographie du reste, puisqu'on ne peut pas séparer le cinéma de la photographie. Il suffit de voir un petit peu le rôle que la photo joue dans le film pour se rendre compte à quel point cet art également est complémentaire. Cette création et cette créativité qui en découle et qu'on retrouve présente dans beaucoup d'arts se situe dans un contexte où l'Afrique est interpellée dans sa production esthétique et singulièrement artistique pour répondre davantage
aux préoccupations de son environnement. On parle de mondialisation culturelle. Je dis souvent, quand on regarde des séries comme celles qu'on nous propose, quel rapport le public a-t-il avec ces séries? Est-ce que ces séries ne sont pas d'inspiration étrangère, même s'il y a un vernis local, pour nous faire comprendre, en tout cas à demi-mot quand ce n'est pas élaboré, quand c'est élaboré pour nous attirer l'attention sur les dangers que représente l'image dans le vécu des gens en tant que miroir, quand on nous présente des films qui font rêver, je pense notamment au phénomène de l'immigration, il suffit d'avoir un rapport de miroir avec les présentations qui sont faites dans les séries télévisées, dans les films à grand budget hollywoodien, pour se dire pourquoi pas moi aussi. Et donc là, il y a une responsabilité qui est là. Partant de l'idée que l'art est l'expression de la créativité et de l'imagination. Je pense ici au terme latin ars, qui signifie arrangement, habileté, créativité. Il regroupe des disciplines qui ont en commun de faire appel à l'esthétique et à l'émotion. Il n'y a aucun film réussi qui fasse litière de l'esthétique, de la composition, de la manière dont le film a été fait et de l'émotion que l'image peut susciter au niveau du spectateur, mais il est évident qu'il ne peut pas s'arrêter simplement à l'émotion. Il nous semble dès lors intéressant pour notre propos de souligner l'importance de l'écriture dans différentes formes d'art comme le cinéma et qu'on y trouve des aspects importants et communs dans les démarches relativement à des disciplines qui apparemment n'ont pas de lien direct avec le cinéma. Quand on regarde un film, on peut le regarder d'un point de vue sociologique. C'est dans le miroir que cette sociologie se reflète. Quelle est la composition de la société qui est montrée? À l'anthropologie, au vécu des humains, à la sémiologie, donc le sens des signes, à la psychologie, à l'économie, à la culture, entendue ici au sens général. Donc, il faut apprécier le cinéma dans son présupposé de miroir réfléchissant des réalités sociales et qui peut faire donc appel à différentes sciences, dont les sciences sociales, notamment la sociologie, l'histoire des sociétés, les lettres, l'herméneutique, la capacité de décoder le message qui est contenu dans l'image. Et là, évidemment, c'est le rôle du critique. Et j'interpelle mon ami pour qu'il pense un petit peu à ça. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, le discours qui est servi dans le cinéma peut avoir ou ne pas avoir le relief escompté pour pouvoir frapper l'imaginaire et agir en contrepoids par rapport à ce qui est vécu. Dans les différentes composantes structurelles que sont les composantes politiques, les composantes morales, les composantes religieuses et les fins qui sont assignées, consciemment ou non, à son usage, qui est presque de caractère apodictique, comme une vérité qui est donnée comme ça. Et donc, c'est la responsabilité et le risque que court le réalisateur de nous montrer par les images, par l'effet de miroir, par l'essai d'assimilation avec ce qui est montré, ce que nous pouvons en tirer du point de vue du mode par lequel le message est délivré et comment ce message est reçu. Il y a donc une interpellation nécessaire d'ordre pluridisciplinaire si on peut comprendre aisément les différentes fonctions qui sont assignées au miroir, qui est l'objet de notre réflexion d'aujourd'hui, puisque ce miroir véhicule des messages et ce miroir est en même temps un partage de caractère interpellatif. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc le miroir dont il est question ici, à mon sens, est celui que le cinéaste engagé dans les luttes de son temps met dans sa création. Il est donc chargé de symbolique. L'effet miroir, et c'est pour ça que nous regrettons beaucoup que le manque d'éducation de notre public ne pousse pas à aller plus loin, à interpeller dans son esthétique le réalisateur ainsi que le scénario qui est mis en place. Il y a donc une charge symbolique et un procédé esthétique tel qu'on le retrouve dans le théâtre. C'est pour ça que, à mon avis, et j'interpelle mon ami, le cinéma, comme les arts, ne peut s'appréhender que dans une approche holistique qui intègre d'autres arts dont il est complémentaire. C'est la littérature, c'est l'écriture, c'est la sémiologie, c'est le sens qui est donné, c'est le choix qui est
fait par le réalisateur de choisir tel décor plutôt que tel autre décor, telle musique plutôt que... Donc, nous sommes là dans l'art de la musique. Hein, tel style de vêtements de l'époque ou contemporain avec lequel le spectateur peut s'identifier. Il est chargé donc de symbolique et procède d'un esprit comme on peut le trouver dans le théâtre. Là, ici, je pense ici au théâtre de Brecht, ce qu'il appelle le Verfremdungseffekt, l'effet de distanciation. Le miroir ne sert pas seulement à réfléchir, mais le miroir incite à engager le spectateur dans une dynamique d'appropriation, de participation, qui fait qu'il y a un aller-retour entre ce qui est montré, ce qui est suggéré, ce qui est un petit peu développé plus ou moins dans un temps qui est celui de la fiction, celui du documentaire, celui du court-métrage, pour que cet effet de distanciation opère et que le message puisse passer. C'est également le procédé que Sembène Ousmane utilise. Vous êtes très bien placé pour le savoir, vous connaissez bien le cinéma subsaharien, de Sembène à Idrissa Ouedraogo, en passant par Souleymane Cissé et d'autres cinéastes, comme je l'ai nommé tout à l'heure, Paulin Soumano Vieira. Quand on regarde son film Afrique sur scène, on voit très bien un petit peu cette distance qui doit être créée entre ce qui est vécu avec ce qui est raconté. C'est-à-dire ce diptyque-là entre le vécu et le raconté, comment le spectateur se retrouve pour dire, tiens, je me retrouve là-dedans, mais je me retrouve là-dedans ne signifie pas simplement que je reconnais les lieux, les personnages, l'histoire et tout ça qui m'est raconté, mais je dois sortir en retour de ce personnage qu'on me montre pour réfléchir sur ce qui m'est montré. L'un des anciens l'a bien compris, qui a rigoureusement pris en compte dans le réfléchissement des problématiques à caractère idéologique, politique, social et culturel, la problématique du réalisme. Parce que le miroir rejoint là aussi la littérature. Vous le savez autant que moi. Pendant longtemps, le débat a été porté sur le réalisme. Surtout dans les années 30, 35, 40. Je parle ici de Brecht, de Georg Lukács. Parce que Lukács a été le premier qui a défini à partir de Balzac et de sa manière de présenter avec le père Goriot l'influence de l'argent dans les sociétés et comment cette appropriation, disons, de ce procédé d'écriture réaliste, longtemps on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que le réalisme? Est-ce que c'est, on le dirait en allemand, je le dirais beaucoup plus à l'aise en allemand, est-ce que c'est Abbild, c'est-à-dire est-ce qu'on ne fait que transposer? Est-ce que le réalisme, ça constitue simplement dans le fait de montrer ce qui est réel et ce qu'on comprend facilement? On peut dire qu'il a pris de même en compte rigoureusement cet aspect essentiel dans la problématique de notre thème. En effet, parce que ce thème renvoie à un concept que j'utilise volontiers, cher ami, le concept d'inconscient dans l'effet miroir. Il y a une conscience immédiate, parce que l'image transmet cette conscience immédiate, mais cette conscience immédiate est en retour quelque chose qui a d'abord rapport à l'inconscient, puisque c'est inconscient que je vais définir tout de suite avant de savoir ce que Jacques Lacan en définit. C'est-à-dire quand Jacques Lacan nous parle dans son discours du stade du miroir. C'est-à-dire que le miroir n'est pas figé, mais le miroir est compris dans une dynamique qui lui est propre. Et si on ne saisit pas cette dynamique, évidemment, l'intérêt peut baisser. Donc c'est un intérêt pour le moi. C'est le moment où, par exemple, l'enfant a une conscience de son image. Et cette image me semble très parlante chez Lacan, parce que Lacan nous dit que cette image, sa propre image qui est vue dans le miroir où il se regarde, ou dans le miroir que lui renvoie, ou en tout cas le processus que lui renvoie tout autre, tout semblable à lui-même. Est-ce que ce qui m'est montré m'est tellement familier que j'ai de la peine à me poser la question, est-ce que c'est moi qui est montré ou est-ce que c'est un autre qui est montré? Et à partir du moment où il n'y a plus d'altérité entre ce qui est montré et soi-même, opère maintenant le degré supérieur de l'inconscient qui devient le conscient collectif. Ce conscient, il le partage parce que le cinéma a l'art de rassembler beaucoup de gens qui regardent les mêmes choses et chacun pour soi. Alors, comment le réalisateur arrive-t-il à créer le lien qu'il y a entre ces deux instances-là?
Alors, ce qu'on peut en tirer pour notre propos, c'est le processus de ce que j'appelle la formation de l'illusion. Parce qu'après tout, le miroir, en définitive, n'est qu'une forme d'illusion ou qui permet d'accéder à une réalité présente, mais somme toute virtuelle, dans le rapport de l'objet reflété au moi. Et là, j'en arrive à ce que j'appelle l'identification. Est-ce que dans l'effet miroir, il y a possibilité d'identification? Est-ce que cette identification est aliénante, puisque c'est le prototype d'une identification imaginaire dont il faudrait cerner la réalité qui dépasse ce qui est immédiatement offert? Alors, j'emprunte encore à Lacan. On peut dire que l'image spéculaire prend fonction de repère et se pose en filigrane la question de l'identité. Je m'explique. C'est-à-dire le rapport que nous entretenons à la réalité, qui est un rapport à soi-même d'abord, et ensuite à autrui, aux choses quotidiennes, à nous-mêmes, rapport que Sigmund Freud nomme la relation d'objet. Là, on entre de plein pied dans la psychanalyse. Évidemment, vous me direz, quand on regarde un film, est-ce qu'on s'embarrasse de toutes ces théories? C'est le rôle du critique, justement, d'aider le spectateur à pénétrer ces différentes instances pour pouvoir se dire, au fond, qu'est-ce que nous pouvons faire si on nous montre des réalités avec lesquelles on s'identifie? Vers quoi nous appelle le réalisateur dans son propos? Et cette question intervient dans ce que j'appelle une conscience des incohérences. Je l'explique. C'est-à-dire que l'image, au fond, est une vérité, puisqu'on nous montre des choses que nous connaissons, mais c'est en même temps une fausse vérité, puisqu'on ne peut pas la saisir. Et c'est là où intervient encore Brecht quand il parle de l'effet de distanciation. Est-ce que l'image qu'on nous renvoie peut nous permettre de nous remettre en cause, d'entrer de plein pied dans le jeu que le réalisateur nous propose ou pas? Je ne voudrais pas allonger un petit peu cette introduction pour permettre à notre ami de voir, parce que l'un des problèmes auxquels le cinéma africain est confronté depuis sa naissance et dans son développement, c'est comment rendre compte et pourquoi d'abord le cinéma. Et s'il y a cinéma, quel est l'objectif que vise le cinéma? Est-ce que Sembène parlait du cinéma comme une école du soir? L'école du soir, on va à l'école. On nous montre des choses que nous connaissons, mais on nous montre dans le même temps la manière de les regarder avec une distance critique suffisante pour dire que je ne peux pas me laisser emberlificoter dans cette réalité qu'on me montre pour pouvoir aller de l'avant et comprendre que ce que je fais, je ne peux pas le faire. Je donne un exemple très simple de Sembène. Quand on regarde le mandat, c'est quand même... Sembène me disait, parce que nous étions assez familiers pour cela, que beaucoup de pays, beaucoup d'Africains, de différents pays africains lui disaient que c'est comme s'il avait écrit le mandat pour leur pays. Donc, le rôle de l'argent, le rôle de la sociabilité des Africains, le rôle des interactions qui agissent dans la société pour créer une identité qui est une identité de solidarité ou bien une identité de défi. Identité de solidarité puisque nous partageons le même sort, le même lot, mais à partir du moment où l'un des membres de cette société peut s'en tirer avec moins de dégâts parce qu'il a l'argent ou on lui promet de l'argent, il devient autre. Alors, qu'est-ce que le spectateur va en retenir dans cette leçon de cinéma? Parce que là, il a dit à Cannes, quand le festival de Cannes l'a honoré, en disant que le cinéma africain a comme rôle de participer à cette école du soir, de faire comprendre les enjeux de société, de faire comprendre le degré d'aliénation auquel nos pays sont arrivés. Et je crois que tous ceux qui ont eu à cœur de créer le cinéma africain à Ouagadougou, dont Tahar, dont ses compagnons, les membres fondateurs des JCC, ils étaient tous d'accord sur une chose: comment faire pour faire à l'Afrique un saut qualitatif à travers le cinéma. La littérature ne peut pas y arriver parce que tout le monde n'est pas lettré. Le médium cinéma est beaucoup plus facile pour appréhender les réalités et peut-être déchiffrer des messages sans pour autant que le réalisateur ne donne des leçons en disant dès que vous sortez de la salle, prenez votre fusil parce que vous êtes dans un système d'exploitation ou bien allez embrasser votre voisin parce qu'il n'est pas si mauvais que ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc,
Cette problématique me semble très importante sous ce rapport de miroir. Le cinéma réfléchit, c'est sûr, mais il réfléchit à quelle fin? Il réfléchit à voie de transformer quoi? Et si on veut transformer ce quoi, il faut savoir de quoi ce quoi est composé. Sinon, on risque évidemment de passer à côté et de rester sur le superflu. Et c'est peut-être l'une des critiques que j'adresse volontiers à cette invasion, cette volonté de faire des séries à tout prix qui prennent énormément de raccourcis sur des questions essentielles sur lesquelles, évidemment, il faudrait revenir. Et je crois que cette préoccupation est partagée par les cinéastes tunisiens. En tout cas, si j'en crois, je ne me souviens pas des noms exactement, mais les 2 dernières éditions des JCC que j'ai vues et dont, qui a récompensé un très beau film tunisien, montraient bien ce que constituent ces réalités-là et comment le miroir peut agir, non plus en tant que reflet, mais en tant que quelque chose dont il faut aller derrière pour pouvoir cerner sa substance réelle, son être là, son essence première, c'est quoi? Assez bavardé, je vous avais dit de m'interrompre parce que les enseignants sont très bavards. Je vous laisse la parole. Merci. Vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très, très bien. Merci beaucoup, cher ami, pour cette intervention très dense et très riche. Bien sûr, qui a l'intérêt aussi de remettre en valeur ou en place la relation très importante entre le cinéma et la société, de la remettre dans sa véritable dimension. Bien évidemment, moi, je viens de la sociologie. Donc, je viens de la sociologie avec le marteau de Nietzsche, hein, vous savez. Donc, donc, bien évidemment, vous savez autant que moi que cette idée de miroir, cette théorie du reflet qui a des fondements marxisants, bien évidemment, a été beaucoup contestée parce que bon, on pose l'hypothèse qu'il y a toujours le filtre du cinéaste ou de groupe de cinéastes. Il y a des positionnements idéologiques des uns et des autres qui vont déformer ce qui aurait pu être le miroir direct. Bien sûr, cette tendance esthétisante est anti-sociologiste, au fait, hein, qui ne voit pas d'un bon œil l'intrusion de la sociologie dans les études cinématographiques et dans la critique. Bien sûr, elle a contesté cette idée et a postulé très fortement avec le structuralisme, bien évidemment, que le cinéma ne se réfère qu'à lui-même, que le texte est fermé sur lui-même, bien évidemment, et que les préoccupations des cinéastes sont autres que l'engagement politique, sont autres qu'idéologiques, une quête du degré zéro, comme dirait Barthes. Il y a même des cinéastes qui se sont insurgés contre ce qu'ils ont considéré comme une imposition. Donc les relations entre la sociologie et le cinéma, avec l'idée de reflet au milieu, elle est un peu tendue. Elle est jusqu'à aujourd'hui un peu tendue. La preuve, par exemple, l'introduction de la sociologie du cinéma, comme vous le savez très bien, autant que moi, dans les universités, elle a vraiment mis beaucoup de temps, comme l'arrivée de l'économie politique aussi en études cinématographiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois qu'on rencontre et qu'on échange avec des collègues des pays du Sud ou africains, on se rend compte qu'il y a incontestablement un destin commun. Il n'y a pas de souci sur ça. Bien sûr, on est lié par l'histoire, on est lié par cette lutte pour la libération, pour le mouvement d'indépendance. Il y a eu Senghor au Sénégal, il y a eu Bourguiba ici en Tunisie. Bien sûr, très importante l'idée d'imposer ou de proposer une nouvelle image nationale, bien évidemment, avec des pères fondateurs comme Ousmane Sembène, bien sûr, qui est le cinéaste brestien quoi, par excellence en Afrique. Il y a eu aussi, bien sûr, de l'aspect institutionnel et politique. Il y a eu aussi en Tunisie Tal Shria, qui est l'âme sœur de Sembène. Bien sûr, la FEPACI a été créée en Tunisie en 70, si je me souviens bien. Bien évidemment, donc, il y a incontestablement ce lien qui est très, très fort, cette communauté de destin, si je puis m'exprimer ainsi. Mais cette communauté de destin a aussi ses côtés un peu contestables, hein, parce il y a un paradoxe, hein, un paradoxe réel. Et d'ailleurs, en vous entendant faire votre très belle intervention, ça n'a fait que me confirmer plus ou moins dans mon idée. C'est que
on est le paradoxe auquel tout le monde fait face, que ce soit en Tunisie, ici au Sénégal ou au Burkina, c'est que même en Égypte, hein, en Algérie aussi, c'est que on a envie de créer un cinéma, de fonder un cinéma qui se dit engagé, un cinéma pour le peuple, le très beau mot de Saint-Ben, l'école du soir, quoi. Un cinéma pour le peuple, mais comme disait Deleuze, le peuple manque. Parce que nous vivons tous face à pratiquement les mêmes problématiques. À un ou deux pays près, par exemple l'Afrique du Sud à côté et l'Égypte, tous les pays africains vivent les mêmes problématiques. Et ces mêmes problématiques, bien évidemment, elles traversent toute la filière. Hein, parce que, par exemple, on sait très bien que la production, comme on sait, il ne faut pas beaucoup se leurrer. Hein, on dit si bien, je crois que celui qui paye l'orchestre commande la chanson, bien évidemment. Donc, on sait bien que comme il n'y a pas de guichet, il n'y a pas de salle, le cinéma africain est un cinéma qui est prisonnier des bailleurs de fonds et des subventionnaires, qui soient les maîtres subventionnaires, hein, qui soient de l'intérieur ou étrangers, bien évidemment. Et ça pose un problème. Le manque de ressources pose un problème, et le manque de ressources, on peut en discuter, influe, si on veut, qu'on le veuille ou non, sur la formation des imaginaires et sur la formation des représentations, bien évidemment. Si on passe, par exemple, à la distribution, je crois que c'est quelque chose d'endémique à l'Afrique. Il n'y a pas de salles. Hein. Un pays comme la Tunisie, il y a une vingtaine de salles. Il y en avait 200 à l'indépendance. Il y en a une vingtaine ou 25 maximum aujourd'hui. Donc, c'est un cinéma qui se replie sur les festivals. On manque de légitimité de guichet. Donc, c'est les festivals des pays du Nord, généralement, qui deviennent l'autorité légitime de légitimation. Donc, on n'a pas de source de légitimation. Et vous avez parlé, cher ami, tout à l'heure de critique. Et vous savez autant que moi aussi que la critique africaine est absente. Il n'y a vraiment pas de revue phare. On est séparés, chacun est dans son coin. Il n'y a pas une réflexion. Il n'y a pas une réflexion commune sur des points d'intérêt communs. Quoi. Chacun est dans son coin, chacun. Voilà, donc, par exemple, en Tunisie, il n'y a aucune revue de cinéma, un pays qui a quand même une tradition cinéphilique très, très importante. Il n'y a aucune revue de cinéma aujourd'hui en Tunisie, même pas en ligne. Hein. J'imagine que c'est un peu le cas un peu partout dans tous les pays africains. Bien sûr, le public, bien évidemment, en ce qui concerne aussi le public est bien sûr aujourd'hui, avec la mondialisation des contenus, avec la mondialisation avec Netflix, avec les grosses plateformes, bien sûr aujourd'hui, le public est de plus en plus sensible et de plus en plus, disons, formé ou éduqué. Il n'est pas éduqué à l'école brechtienne, il est beaucoup plus éduqué à accepter des formes narratives qui sont convenues. Moi, je n'ai pas quelque chose idéologiquement, ça me pose problème, mais bien évidemment, il y a de très belles histoires qui sont écrites d'une manière classique. Mais comme vous avez dit, cet effet, ça brouille quand même tout le travail d'émancipation du spectateur ou de celui qui réceptionne le message. Bien évidemment, dans la répétition, dans la narration, dans la routinisation des formes, dans la routinisation des schémas, dans la routinisation, comment on dessine un scénario, bien évidemment, il y a une grosse perte d'aura, dirait Walter Benjamin. Hein. Ce qui se répète finit par perdre l'aura, finit par perdre ce qu'il y a en lui de séminal et d'émancipateur. Je pense que vous serez bien d'accord avec moi. Donc, le public va vers des scénarios plus lisibles, et c'est des scénarios qui sont bien évidemment promus par ce qu'on pourrait appeler un peu l'entrisme culturel pour ne pas employer des termes plus idéologisés comme l'impérialisme, des choses comme ça. Hein. Et donc, bien sûr, l'espace aujourd'hui en Tunisie, l'espace de cette narration convenue est occupé par la télévision, par les feuilletons de télévision et par les séries, bien évidemment. Dans ce cas-là, le cinéma est en perte de vitesse. Donc, ce qui serait problématique, c'est que le cinéma se cale sur ces formes-là et perdent cette énergie à partir de laquelle il est parti dans les années 60 et 70 pour créer un fond de réflexion, un fond d'émancipation, un fond de libération. Donc, bien évidemment, on ne peut pas aussi être du moins la sociologie aujourd'hui nous dit qu'il faut faire
attention avec les jugements définitifs et bien évidemment, il y a les bons côtés du feuilleton. Hein. Vous savez très très bien, par exemple, au Burkina Faso, les cinémas de la brousse. Moi, j'ai des amis qui font des films en vidéo et qui tournent dans les villages, dans les petits villages au Burkina, qui projettent les films. Bien évidemment, la qualité, esthétiquement, ce n'est pas des films qui vont libérer le potentiel réflexif, qui ne vont pas pousser les gens à réfléchir, à mettre en distance leur réalité. On n'est pas dans ce schéma-là, mais quand même, on peut toujours dire que ces films-là, que ces formes de production, elles parviennent à créer ce qu'on pourrait appeler théoriquement des micro-espaces publics, c'est-à-dire où les gens parviennent à un moment, en l'absence d'un espace public commun, des micro-espaces publics où les gens peuvent échanger sur des choses qui concernent leur vécu, qui concernent leur vie de tous les jours, qui concernent leur quotidien, les difficultés des quotidiens, des choses comme ça. Voilà, des problématiques qui intéressent le commun. Donc voilà, en gros, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Bien évidemment, si vous voulez que je vous donne des exemples plus précis en partant du cinéma tunisien, moi, je le ferai avec énormément de plaisir. Et je vous remercie encore de votre intervention. Vraiment, ça m'a été vraiment. J'ai pris un grand plaisir à participer. Merci beaucoup. Je dois dire que je suis d'accord avec vous sur une partie de votre analyse et sur l'autre partie, pas tout à fait. Mais il y a un dénominateur commun, c'est que tous les deux, nous savons l'importance que revêt l'image. Le cinéma est d'abord image. Qui dit image dit véhicule. Qui dit véhicule dit le contenu. Qu'est-ce qui est véhiculé? Quand le cinéma est venu chez nous, il a d'abord été porté par le colon. J'ai parlé de films ethnographiques, etc. Pour ses besoins. Quand les Africains ont essayé de commencer à faire du cinéma, avec les moyens dont ils disposaient et qui étaient très peu, interdiction leur était faite de faire du cinéma en Afrique. C'est pour ça que Afrique sur scène n'a pas été tournée en Afrique, bien que Vieira ait pris des images ethnographiques, des films ethnographiques pour meubler un petit peu, disons, le passé, la mémoire, etc. Mais l'action se passe à Paris, en milieu étudiant. Quand les pères fondateurs du cinéma africain, du Nord comme en Afrique subsaharienne, quand ils sont réunis pour créer l'embryon de ce qui allait être le FESPACO, ensuite la FEPACI, la Fédération panafricaine de cinéma, ils avaient comme objectif de se servir de ce médium pour atteindre un public très large. Éduquer ce public, lui faire comprendre que tout ce qu'on leur avait dit jusqu'à la veille des indépendances et la période immédiatement post-coloniale ne reflétait pas tout à fait ce qui était leur histoire. Et ça, c'était déjà une gageure de ne pas avoir les moyens de le faire et de le faire avec un engagement. C'est pour ça qu'il y a une différence fondamentale entre la naissance, l'évolution, le développement du cinéma hors d'Afrique, la France par exemple, l'Italie, l'Espagne, avec de très grands réalisateurs, les contestations qui sont apparues du point de vue de la forme, de l'esthétique dans le cinéma européen. On a connu la nouvelle vague, on a connu le cinéma tiré des romans de Rob Grillet, le nouveau roman, un cinéma absolument et indubitablement hermétique pour celui qui n'est pas de ces espaces-là. La narration était compliquée, les décors n'étaient pas très faciles à saisir, le dialogue. Je prends l'exemple, l'année dernière à Marienbad, de Rob Grillet. Quand on projette ce film, dans un espace africain, les spectateurs vont sortir. Ça ne leur parle pas du tout. Il n'y a pas d'effet là. Parce que l'année dernière à Marienbad, c'est un monologue existentiel, puisque quand même nous sortions aussi de ces années de surréalisme, de Jean-Paul Sartre, de l'existentialisme, de toutes ces théories philosophiques auxquelles n'avait pas accès le commun des Européens. Mais quand ils se sont rendus compte qu'il fallait changer, il a fallu changer. Regardez les films de Pier Paolo Pasolini, qui ne parlait
qu'a une frange très étroite des intellectuels de l'Italie sur des revendications d'ordre épistémologique, esthétique, moral, spirituel et autres. Oui, oui. Quand on regarde La Grande Bouffe, ce film, comment ces gens-là étaient engagés à leur façon en dénonçant les travers de la bourgeoisie. Cette bourgeoisie gloutonne, accapareuse, qui fait fi de l'être humain. Dans le même temps, vous voyez le cinéma de Mitsubishi, Les Contes de la Lune Vague, par exemple. Très, très beau film. Absolument. Bien, j'ai parlé d'Akira Kurosawa, Kagemusha. Vous regardez Kagemusha, c'est non seulement la grande fresque du Japon du 11e, 12e siècle, la question du pouvoir, la question des valeurs culturelles japonaises. Comment on pouvait comprendre un phénomène strictement culturel, comme par exemple le sacrifice suprême. On l'a vu, hein? Quand on se fait harakiri, c'est parce qu'il y a un sens de l'honneur. Je veux dire que tous ces cinémas avaient des préoccupations relatives à leur société et à leur développement. C'est un cinéma qui ne nous parlait pas forcément si on n'était pas inscrit dans la problématique de l'appropriation théorique, les armes théoriques nécessaires pour comprendre les présupposés qui étaient à la base de ce cinéma. Arrive le cinéma africain dans une période postcoloniale. Il fallait construire des États nouveaux. Il fallait construire en regardant, en analysant et en critiquant la manière dont ces États allaient être bâtis. Vous prenez Khala de Semben, qui nous montre des images qui parlent. C'est-à-dire, première scène, on voit l'indépendance, les gens qui jubilent, le tam-tam qui bat, les gens qui dansent, les mêmes qui sont dans des tenues absolument dérisoires, si je peux dire, je parle un autre terme. Et l'instant d'après, dans la chambre de commerce, on voit les mêmes qui s'assiedent avec redingote, queue de pie, et les Européens qui nous avaient libérés, qui reviennent par la porte de derrière et qui posent devant chacun une mallette pleine d'argent. Ça parle aux spectateurs. Ça lui dit, mais enfin, nous qui étions censés fêter notre indépendance, on se retrouve avec des gens qui continuent par la bande, par d'autres formes, par d'autres biais, à entretenir la domination dans une forme très subtile. Aujourd'hui, c'est une forme beaucoup plus criante, avec la corruption, les pourcentages qu'on donne pour les marchés, ainsi de suite. Or, quand on dit cinéma en Afrique, en tout cas pour les pères fondateurs, et toute une génération a suivi, Gaston Caboret, pour le citer, Souleymane Cissé, j'en ai parlé, Maître Ono, Soleil Haut, la lutte de l'indépendance du Front Polisario. Nous devons nous libérer. Il dit, nous devons nous engager jusqu'à la mort. Et cette belle phrase que j'ai toujours retenue, nous avons toute la mort pour dormir. C'est-à-dire qu'on est obligé. Vous prenez le cinéma sud-africain. Le cinéma sud-africain qui vient de la période post-apartheid, avec une société en proie à des difficultés extraordinaires, de violence terrible, de xénophobie, même de malgouvernance quelque part, hein, parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé entre Thabo Mbeki et son successeur, qui d'ailleurs doit répondre devant la justice sud-africaine. Vous prenez le cinéma qui s'est développé par le documentaire dans les luttes de libération, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Je retiens un très beau film qui s'appelle No Pincha. No Pincha, c'est le quotidien des combattants dans la brousse de Guinée-Bissau jusqu'à l'assassinat de Cabral. Donc ce film, ce cinéma-là, on ne peut pas lui dénier, et moi je me reconnais dans ce cinéma, le caractère de cinéma engagé, comme on a parlé de littérature engagée. Évidemment, aujourd'hui, du point de vue de la lutte idéologique, on pense que les idéologies sont dépassées, qu'il n'y a plus de rêve de société égalitaire, socialiste, communiste, tout ce qu'on veut. Parce que justement, nous sommes à l'ère où le destin commun de l'humanité dépend de la financiarisation à outrance de l'économie mondiale. Alors, vous me parlez de Deleuze. Évidemment, oui. Parce que tous ces gens-là ont fait de la sémiotique pour essayer de comprendre par la philosophie déjà, par la pensée, ce que le cinéma essaie de traduire par l'image. Mais le hiatus est énorme. Exactement comme on le ferait d'une littérature engagée,
par rapport à des gens qui ne savent pas lire. Les Français savent lire, mais les Français ne savaient pas lire les films dont j'ai parlé, de la nouvelle vague, vous prenez un Rossellini, vous prenez un Comencini en Italie. Ce sont de grands maîtres, de grandes œuvres qui ont été obligés de revenir à un néoréalisme italien pour se faire comprendre de leur public. Donc, là aussi, le cinéma se bat avec une esthétique qui lui est propre. Évidemment, se pose pour eux, mais à contrario pour nous, et plus tard pour des gens qui sont beaucoup plus nantis, la question du financement du cinéma. Parce que nos États n'ont pas cru au cinéma, ils n'ont pas jugé nécessaire d'accompagner financièrement ce cinéma. Nous nous sommes battus au niveau du Sénégal. C'est quand on a eu des prix au FESPACO en 2013 que le gouvernement a décidé de créer le fonds, le FOPICA, le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, de 1 milliard de francs CFA. Ensuite, on a eu l'étalon d'or de Yedenga pour la deuxième fois avec Alain Gomis. On a rajouté 1 milliard. Mais si on compare ça au fonds que la Côte d'Ivoire destine au cinéma, c'est une broutille. On n'a pas de cité du cinéma. On n'a pas une cinémathèque digne de ce nom. Et pourtant, on a souffert pendant de longues années de l'absence de salles de cinéma. Les gens ne pouvaient plus aller voir du cinéma. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La télévision a pris le relais. Vous l'avez dit, suggéré tout à l'heure. Quand la télévision est apparue avec des films à la clé, les gens ont dit c'est la mort du cinéma en France. Mais non, les cinéphiles ont continué à aller au cinéma. Mais c'était pour aller voir des majors, les grands films de Hollywood qui sont réalisés à coups de milliards, à coups d'utilisation très judicieuse des technologies, de ce que la technique apporte. On a l'impression qu'on est dans un rêve. Moi, j'ai été parmi ceux, peut-être minoritaires, hein, qui ont vertement critiqué Black Panther. Très belle production, avec tout le tralala, la musique, les décors magnifiques, les costumes extraordinaires. Disons, le prétexte, c'est quoi? C'est la lutte contre la domination étrangère sur les matières premières. Thème tellement actuel. Or, aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à ce problème. Est-ce qu'on doit traiter, du point de vue hollywoodien, la manière dont les grands trusts, les grandes compagnies, les multinationales peuvent venir piller les trésors de l'Afrique avec tout ce qui est attaché à Black Panther, hein, du point de vue technique, technologique? Le spectateur est tellement saisi par la manière de présenter qu'il ne se pose plus la question du pourquoi c'est présenté comme ça. Et en passant, comme ça, on fait une critique pas trop grave, pas trop méchante, de l'accaparement des richesses de l'Afrique. Moi, j'aurais été celui qui devait faire Black Panther, je l'aurais fait autrement. Malheureusement, je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas réalisateur. Donc, vous voyez qu'il y a ce problème-là. Nous avons une revue du cinéma au Sénégal. Ça ne date pas de longtemps, parce que nous avons une direction de la cinématographie qui a eu à cœur quand même de présenter le cinéma sénégalais. Et nous sommes revenus de très loin, parce que n'oubliez pas, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que je ne suis pas d'accord avec vous, quand Sembène a fait La Noire 2, il a eu un prix à l'occasion du premier festival mondial des arts nègres, c'est-à-dire à un moment clé de réflexion de l'Afrique noire sur son passé et probablement son futur. Le festival a réuni énormément de sommités littéraires, cinématographiques, artistiques. On a eu Picasso, on a eu une grande exposition de Picasso. Picasso est venu. On a eu le jazz avec Duke Ellington. Le monde était là. Et justement, paf, c'est La Noire 2. Non, pardon, c'est pas La Noire 2, c'est Borom Saret. C'est Borom Saret qui remporte le prix. Et Borom Saret, c'est un court-métrage qui parle du quotidien des gens. Comment un charretier arrive à se débrouiller vaille que vaille dans une société en pleine mutation, dans laquelle les valeurs anciennes ont tendance à perdurer, mais dans le mauvais sens, puisque dans Borom Saret, il y a une scène où le malheureux charretier, au lieu de penser à la dépense quotidienne, sa femme qui l'attend à la maison pour pouvoir faire bouillir la marmite, on lui chante les louanges de ses grands-parents et il sort le peu d'argent qu'il avait gagné pour le donner au griot. Donc, une critique acerbe de cette phase de transition difficile entre l'ancien et le moderne. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là,
le cinéma a une autre fonction. L'image qui est renvoyée, le miroir qui est donné, qui est projeté, et là je reviens encore au miroir, je dis que ce thème est intéressant. Pourquoi le cinéma est un miroir? Le cinéma est un miroir dans la mesure où n'importe qui peut se lever, faire une histoire, tourner un film à partir de ses propres préoccupations. Est-ce que ces préoccupations sont d'ordre général ou d'ordre subjectif? N'intéresse qu'une frange très minime de la population. Et c'est pour ça que le cinéma africain aujourd'hui, il me semble, est à l'oreille, au croisement de choix très difficiles. Est-ce que nous allons choisir de continuer à faire des séries à n'en plus finir, en lieu et place de documentaires, de films de fiction de très haute facture? Je pense à Félicité, je pense à Atlantique, en prenant en compte, parce que là l'effet miroir est réel, en prenant en compte la question de l'immigration. Mais non pas l'immigration racontée comme dans La pirogue de Moussa Touré, où on voit, et ça, cet effet miroir-là ne peut pas être, on ne peut pas passer à côté, puisque l'immigration étant un phénomène extrêmement funeste pour les jeunes. Moussa Touré nous montre les dangers de la mer, nous montre le calvaire des jeunes qui veulent prendre la mer à tout prix. Et cette manière de faire est tout à fait différente de la manière dont Mati Diop traite de l'immigration, non pas dans un effet miroir immédiat, on voit la pirogue, on voit les gens qui sont dans le désert, etc., mais sous forme, on va en parler probablement en projetant Atlantique, comment ces jeunes qui risquent leur vie en mer le font à leur corps défendant parce qu'ils ont été des victimes de spoliation, victimes de l'arnaque d'employeurs et qui reviennent se venger, et qui reviennent sous forme d'esprit, sous forme de génie. Enfin, génie n'est pas le mot propre, c'est une très mauvaise traduction, puisque nous, on dirait des esprits, disons, supérieurs, qui poussent les gens à faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire en temps normal. Et évidemment, là aussi, on se rend compte que ce cinéma-là est encore inscrit dans la trajectoire des pères fondateurs, à côté maintenant de ce que j'ai dit tout à l'heure, cette tendance nouvelle à faire des séries à n'en plus finir, qui ne valent absolument, de mon point de vue, grand-chose, mais qui accrochent. Le côté accrocheur de ce cinéma-là, évidemment, on dit, oh, les séries parlent de problèmes réels. Oui, d'accord, mais comment parle-t-on de ces problèmes? La polygamie, la concussion, la gabegie, la réussite facile, atteindre tout de suite le but qu'on s'assigne, parce qu'on veut être tout de suite au top. On veut faire partie de cette nomenclatura de gens qui décident du sort des autres sur des bases absolument irrationnelles et même criminelles, puisque ce sont des gens qui pillent les deniers des pays comme les nôtres. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe en Tunisie, mais c'est ostentatoire, le fait de montrer de belles voitures, de belles femmes, qui sont bien maquillées, qui sont bien en chair, pour ceux qui aiment les femmes bien en chair, moi, ce n'est pas le cas, en passant. Donc, vous voyez que quand je dis que notre cinéma est à la croisée des chemins, quel chemin allons-nous emprunter pour que le cinéma réponde vraiment à ce que nous en attendions quand nous avons engagé la réflexion et l'action pour construire un cinéma africain du nord jusqu'au sud. Parce que les problèmes sociaux sont là. Il faut que la conscience des citoyens soit éveillée, que le recul nécessaire leur soit donné pour qu'ils puissent se dire, si c'est comme ça, ce n'est pas normal. Donc, je dois être en mesure d'influer sur le cours des choses pour que, au moins, des lendemains meilleurs puissent poindre à l'horizon et qu'on puisse se dire, au fond, la vie vaut la peine d'être vécue. Évidemment, ça peut traiter de beaucoup de choses. Ça peut traiter de la mort, de la joie, du bonheur, de la déception, de tout ce qu'on veut. Mais il s'agit de l'homme en dernière analyse. Voilà ce que je voulais dire un petit peu en réaction, cher ami, à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il est toujours là? Il a switché. Ah, d'accord. Peut-être que... Ah, il revient. Vous m'entendez ou... Vous m'entendez? Oui.
Euh, en vous écoutant, je voulais vous poser une question. Oui, Question qui me trotte très souvent dans la tête aussi, hein. j'ai pas bien entendu. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, Vous m'entendez? oui, difficilement. Donc, je voulais vous poser une question. L'art africain, le cinéma africain, bien sûr, qui est ancré dans une le cinéma africain qui est ancré dans une tradition artistique africaine, qui a ses traditions narratives propres. Est-ce que pour survivre, entre guillemets, il doit continuer à inventer des formes narratives qui lui sont propres et une esthétique qui lui soit singulière, comme l'ont fait Gaston Caboret, Djibril Diop, Souleymane Cissé. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit continuer à inventer une écriture propre de la temporalité et de l'espace? J'imagine qu'on conçoit que, par exemple, nous ne vivons pas, nous n'avons pas la même appréhension ni le même vécu de l'espace qu'un occidental ou quelqu'un d'Amérique latine et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un risque à courir? Est-ce qu'en allant dans ça, on ne risque pas de se couper de son public qui est qui est maintenant qui est plus apte à recevoir des formes de lecture de l'espace et du temps qui sont occidentalisées? Ou est-ce qu'il faut quand même, d'après vous, aller plus loin dans ce qui a été creusé par les pères fondateurs? Voilà, c'est une question que je voulais vous poser parce que moi, je n'ai pas de réponse parce que je sais qu'en Tunisie, ça nous travaille un peu. Et voilà, cette idée de créer quelque chose qui est à nous. Voilà. Je répondrai volontiers à cette question parce qu'elle m'interpelle tous les jours. Je vais commencer par une sorte d'historique très brève. Tout à l'heure, j'ai parlé de sémiologie. J'entendais par là que, avant que le cinéma n'apparaisse dans son côté universel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a appelé Sembène Ousmane l'aîné des anciens. Pourquoi? Parce qu'il est passé d'un genre à l'autre. Un genre littéraire, l'écriture littéraire, le roman, la nouvelle. Le théâtre aussi, on l'oublie, puisque les bouts de bois de Dieu qui constituent une œuvre magistrale dans la littérature africaine, comme l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, est passé au théâtre. Il y a eu une mise en scène d'un très grand réalisateur qui s'appelle Hermantier. Et aujourd'hui, il y a quelques années, et jusqu'à présent d'ailleurs, il y a un Burkinabé qui a repris à son compte au théâtre en France les bouts de bois de Dieu. Je suis en train d'écrire sur Sembène et il m'a fait l'amitié de m'envoyer un certain nombre d'informations sur le théâtre et l'adaptation des bouts de bois de Dieu au théâtre. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans la littérature, Sembène, pour le nommer, peut-être beaucoup plus chez lui que chez Kourouma ou chez les premiers écrivains à côté de Sembène, comme Kamara Lai, etc., même Abdoulaye Sadji, Léopold Sédar Senghor. Parce que si on prend Léopold Sédar Senghor dans un livre qu'il a fait pour les enfants, la belle histoire de Luc le Lièvre, il utilise ce que Sembène a déjà utilisé et qui s'appelle l'oralité feinte. C'est le fait de mettre dans le texte littéraire des éléments de langage qui sont des éléments avec lesquels le lecteur peut s'identifier, même s'il met en note de bas de page la signification des termes, etc. Et quand il s'est tourné vers le cinéma en disant qu'avec la littérature, je n'atteins pas mon peuple, pour reprendre ces termes, je vais aller à l'image, mais je vais faire de l'oralité feinte dans le cinéma. C'est-à-dire que, de faire un cinéma en langue nationale, il faut dire qu'à cette époque-là, la lutte pour l'enseignement des langues nationales, pour la prolifération des connaissances autour des langues nationales, a été une grosse bataille des intellectuels africains, en tout cas sénégalais, pour plus d'autonomie par rapport aux Français. Et je parle du cas du Sénégal que je connais le mieux. Ça ne s'est pas peut-être passé de la même façon au Mali, je ne sais pas passer de la même façon au Burkina. Mais nous, au Sénégal, à cause de Léopold Sédar Senghor, de sa prédilection pour le français, de l'amour qu'il portait à la langue française, du fait qu'il était agrégé de grammaire française,
et qu'il était le père de la francophonie avec Bourguiba, ils ont mis l'accent sur l'enseignement du français, la maîtrise du français, et parfois au détriment des langues nationales. Ça a créé une pomme de discorde énorme. Quand, par exemple, des gens ont voulu écrire les langues nationales, se sont heurtés à énormément de difficultés. Je donne un exemple qui illustre un petit peu la réponse à votre question. Quand Sembène a tourné Tcheddo, qui veut dire celui qui ne croit pas, en quelque sorte, qui n'est ni musulman ni chrétien. On l'a interdit parce que Senghor avait dit qu'on ne peut pas faire de la gémination sur le terme Tcheddo, qui est un terme pulaar, qui n'est même pas wolof. Et donc, Sembène a refusé de céder. Il a dit que j'écris Tcheddo, le titre de mon film, avec 2 D. Le film a été interdit pendant longtemps. Mais ce qui est remarquable dans ce film, pour répondre encore à votre question, c'est l'utilisation non pas de l'oralité feinte, mais de l'oralité à partir des proverbes. J'ai dit tout à l'heure que le cinéma est une instance d'éducation. Aujourd'hui, au Sénégal, beaucoup de mots ont disparu. Les gens ne savent plus dire un mot d'une langue quelconque, beaucoup plus d'ailleurs chez les Wolofs que chez les autres ethnies du Sénégal, qui ont gardé quand même la richesse de la langue. Mais le Wolof a été tellement en contact avec le colon qu'il a tellement singé ses façons de dire, de penser, que beaucoup de mots de la langue Wolof ont disparu. Alors, dans la littérature de Sembène, comme dans son cinéma, il a privilégié la version Wolof sous-titrée. Donc, pour répondre aussi à le médium qui est utilisé. Et dans la littérature, il utilise l'oralité feinte, comme j'ai dit pour la 3e fois, avec des notes de bas de page pour expliquer. Et quand dans les films qui sont en français, qui sont comment dirais-je, traduits, ou en allemand, parce qu'il y en a eu des films de Sembène traduits en allemand, il y a eu des films de Sembène traduits en italien et en espagnol aussi, les gens ont essayé d'avoir un petit peu cette succulence de la langue. Ça ne répond pas tout à fait à la question parce qu'il reste un élément très, très important. Aujourd'hui, si on fait un film, est-ce qu'il faut recourir à l'oralité, mais dans la pureté de la langue, ou est-ce qu'il faut recourir à l'oralité dans la langue que les gens parlent, c'est-à-dire du Wolof avec beaucoup de français? La question qui se pose, c'est quel est l'objectif visé? Est-ce qu'on veut que le message atteigne son public? Auquel cas, il faut parler un langage que les gens comprennent. Quand j'ai vu Tcheddo, j'ai dit waouh, cette utilisation des proverbes me dépasse. Parce que ce sont des proverbes que je n'avais plus entendu parler de ça. Or, le proverbe, le dicton, comme dans toutes les civilisations, le proverbe et le dicton ont une fonction didactique, d'éducation. On vous dit quelque chose parce qu'on ne veut pas le dire sous d'autres formes, etc. Donc, la jeune génération de cinéastes qui est beaucoup plus à l'aise avec le médium du français aura sans aucun doute tendance à mélanger le français et les langues nationales. Et pourtant, quand vous voyez le film Bamoun, je crois que ça a été programmé, si je me souviens bien. Madame, comment elle s'appelle? Elle est en train de parler. Chéline, le film Bamoun est programmé. Bon, Bamoun est un film qui se lit en pulaar, une langue absolument châtiée, avec un sous-titrage qui est, à mon avis, je ne suis pas pulaarophone, mais j'imagine que ça a été quand même bien fait, puisqu'ils ont pris le soin, avant que le film ne sorte, de vérifier que bon. Mais il est évident que le message qu'il porte, la lutte contre le djihadisme, la manière dont le terrorisme s'installe, la manière très pernicieuse d'utiliser la religion à des fins autres que ce que la religion proscrit, d'une part l'utilisation de l'argent, etc., et ce que la religion prescrit cette fois-ci, en disant, pour être un bon musulman, il faudrait faire ça. C'est-à-dire que cette lutte qui se mène entre 2 frères dans un village reculé du Sénégal se fait dans un médium que tout le monde comprend. Et je crois que l'objectif qui est visé ici, quel que soit le style qui est utilisé, l'esthétique qui est mise en place, c'est que le médium puisse permettre aux spectateurs de recevoir le message qui est contenu dans le film. Évidemment, le monde étant ce qu'il est, cette mondialisation culturelle qui nous prend comme une avalanche. Une avalanche, vous savez,
cette idée d'avalanche, c'est que ça prend tout sur son passage. On n'a pas le temps de souffler, qu'on est ballotté avec une force qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est ça qui fait que peut-être, en ce moment-là, la question pourra se résoudre d'elle-même, dans la mesure où le plus important, c'est que le message puisse être perçu. Est-ce que le spectateur se retrouve dans ce qui est dit? Et dans ce qui est dit, est-ce qu'il y a un message très fort qui l'incite à réfléchir davantage? Et je reviens à mon propos de départ. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, 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 en grande partie. Encore vous êtes directeur des rencontres cinématographiques de Dakar. Non, donc, vous voyez, vous avez la chance de voir. Non, je précise. Et je ne suis pas le directeur de la Oui, cinématographie. Oui. Je suis le président des rencontres cinématographiques internationales de Dakar. Voilà, les rencontres cinématographiques, absolument, oui, oui. Donc, vous avez la chance de voir beaucoup de films africains, j'imagine. Est-ce que vous pensez que la société africaine, quelle est l'image de la société africaine qui est donnée par ces films, en fait? D'accord. Il fallait. Donnez-moi une minute pour un besoin pressant et je reviens. Deux petites minutes, hein, cher Tarek. Ok. Tarek, cher Tarek, est-ce que tu es là? Oui. On a une petite pause improvisée. J'ai compris. C'est bon, ça va? Tiens, j'ai une question. Quelqu'un du public qui voudrait te poser une question en attendant que M. Cassé revienne. Super, avec plaisir. Avec plaisir. Monsieur Tarek, merci pour votre, disons, des questions que vous avez posées. Mais toutefois, l'Afrique a produit des très beaux films. Je cite L'arme verte dernièrement que j'ai vu, c'est contre l'ensablement et tout ça. C'était un très beau film qui reflète beaucoup de choses, enfin, le politique, ce que vous voulez. Bon. Toutefois, ma question est la suivante. Il y a ce problème-là de ce qu'on appelle, on a des romanciers, des écrivains et tout ça. Il y a ce manque-là d'adaptation de ces romans, des livres au cinéma. C'est le problème du Sénégal, de la Tunisie, de la Méditerranée, de la Mauritanie, de Niger et tout ça. Il y a ce problème-là. Bon. La deuxième question aussi, il y a ce qu'on appelle, il n'y a pas une très forte coopération entre disons, tous les cinémas de l'Afrique. Il y a vraiment ce problème-là. Et troisièmement, ce qu'on va dire, c'est grâce à la coopération avec la France, la Belgique, le Canada et tout ça, que vraiment on est arrivé à faire des films, de très beaux films. Et la preuve en est, le dernier qu'on va voir aujourd'hui, Atlantique, c'est vraiment, c'est magnifique. Donc le problème, c'est aussi bien pour le budget, enfin, très minime, réservé pour le cinéma, pour tous les États africains. Mais c'est grâce à la coopération qu'on n'a pas pu. Il faut chercher d'autres moyens de financement en faisant intervenir les privés, les banques, enfin, les grandes assurances et tout ça, pour faire un très beau film. Parce que pour faire un très beau film, ça demande de l'argent et ça coûte. Il y a ce problème d'adaptation entre la beauté du film, c'est-à-dire avec les romans écrits et aussi les spectateurs, parce que le cinéma, c'était là, disons, une incitation à la culture qu'on veut pour les générations enfin futuristes et tout ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si je peux répondre, je peux y aller? Je peux y aller? Oui. Vous m'entendez ou? Oui, vous m'entendez? pouvez y aller. Voilà, merci monsieur pour vos questions et vos remarques.
En ce qui concerne l'adaptation, j'ai moi aussi assez réfléchi à cette question, mais je pense qu'en Tunisie, on adapte très peu pour une simple raison, c'est qu'on est pris plus ou moins l'habitus, disons, les cinéastes sont pris dans, dans le moule de l'auteur. Donc, il semble que c'est l'idée de l'auteur qui, en film, de l'écriture du premier synopsis jusqu'au montage, qui soit prégnante. Donc, on pense qu'on est porteur d'une idée, on est porteur d'un point de vue, et que vous dites qu'il n'y a pas d'adaptation, il y a aussi très très peu de coécriture. Il y a très très peu de scénarios qui sont coécrits en Tunisie. Les scénarios sont généralement écrits par le réalisateur. Les dialogues sont faits par le réalisateur. Il n'y a même pas de dialoguistes en Tunisie. Il y a 3 ou 4 expériences. Donc, on comprend un peu. Moi, j'explique un peu cette, ce manque d'adaptation littéraire par le fait que l'idée d'auteur est prégnante, malgré le fait qu'on ait de très très bons auteurs, hein, de très très bons romans. D'ailleurs, vous savez si bien, le Booker Prize arabe, il y a pour la shortlist, il y a 2 quand même romans tunisiens qui ont été retenus cette année. L'année dernière, il y en a eu un, et l'année d'avant, c'est la Tunisie qui a eu le Booker Prize arabe. Donc, c'est pas la bonne littérature qui manque, mais c'est quand même. Moi, j'ai enseigné à la fac j'ai enseigné la scénarisation. Hein. J'ai animé des ateliers de scénarisation, et même les étudiants sont réfractaires à cette idée d'adapter. Chacun vient avec l'idée qu'il a quelque chose qui lui appartient et qu'il n'a pas envie ni de partager avec quelqu'un, ni de l'écrire avec. Je ne sais pas. Hein. Moi, je crois que c'est la prégnance de l'idée d'auteur qui. Parce que bon, les premiers cinéastes tunisiens, les premières personnes qui ont fait du cinéma en Tunisie, c'est des gens qui ont été formés en France dans les années 60, donc en pleine effervescence de la nouvelle vague, voilà, de tout ça. Et ça, c'était l'idée d'auteur, Godard. Donc, malgré le fait que Godard, Le Mépris est une adaptation, hein, c'est l'adaptation d'un truc de Moravia, d'une nouvelle de Moravia. Hein. Mais voilà, moi je pense que c'est ça la problématique. En ce qui concerne la coopération africaine, mon collègue pourra aussi vous répondre. Ce n'est pas les initiatives qui ont manqué, mais ça a toujours dysfonctionné parce que les États n'ont pas été à disons, à la hauteur des ambitions des cinéastes. Voilà, c'est tout. Hein. Le cinéma, pour eux, était quelque chose c'était quelque chose de secondaire. Voilà. Et le désir n'a pas manqué, les bonnes volontés n'ont pas manqué, le militantisme n'a pas manqué. Mais vous savez, on peut toujours rêver de changer le monde si on n'est pas porté par quelque chose de plus fort, quelque chose de plus structuré. On peut rester à la maison et rêver de ce qu'on veut. Hein. Et c'est pas les cinéastes qui ont failli, hein, c'est les États, encore une fois, qui ont failli. Et c'est pas seulement sur ce dossier. Hein. Euh, pour ce qui est de faire des films avec l'étranger, bien évidemment, maintenant, c'est mondialisé. Le cinéma, les ressources sont mondialisées. Les films américains, même les films hollywoodiens, se font avec de l'argent de Hong Kong, de Chine, de Japon. Donc moi, ce que je me dis, il faut savoir raison garder, quoi. Il faut savoir aussi préserver ses spécificités. La mondialisation est dangereuse aussi. La mondialisation est dangereuse. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut être ancré dans sa tradition, pas être dans la réaction. Il faut aimer sa tradition, disons, être passionné, disons, de sa tradition pour pouvoir. Parce que, écoutez, si on va tous se ressembler, c'est pas quel est l'intérêt, quoi. On va avoir une seule rose, une seule fleur, un seul parfum, et la vie va perdre de sa beauté, de sa richesse. Donc, il faut être quelque part et accepter ce qui vient d'ailleurs, mais ne pas perdre son âme, quoi. Il y a même des cinéastes allemands qui ont perdu leur âme en allant à Hollywood. Donc, voilà, c'est ma réponse. Elle est très personnelle, mais c'est des hypothèses, quoi, disons, c'est des hypothèses d'explication. Voilà. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais donner. Oui. Voilà, juste quelques aspects de réponse. Il y a une chose qu'il faut bien voir, la tradition. Est-ce qu'on m'entend là?
la tradition de, peut-être que, ouais, augmenter un peu le son, la tradition d'adapter des romans au cinéma n'est pas une tradition ancrée, à ma connaissance. Peut-être que mes connaissances ne sont pas très, très larges, donc je suis très prudent, mais il me semble que ce n'est pas aussi répandu que l'adaptation de chefs-d'œuvre littéraires dans le monde occidental et singulièrement en Europe, en France, plus particulièrement. C'est vrai que quand on a de grandes œuvres de la littérature mondiale, là aussi, je vais emprunter une image du centre et de la périphérie. Quand on est à la périphérie, on n'a pas les moyens, même s'il y a des velléités de vouloir adapter des romans ou des nouvelles au cinéma, que le centre, qui est après tout le centre de décision, le centre par lequel passent les flux financiers capables de financer l'adaptation d'une œuvre romanesque. Quand on prend Les Misérables de Victor Hugo, c'est évident qu'avec le casting, Robert Hossein ou d'autres grands acteurs, ou bien Depardieu, ou bien Germinal de Zola, ce sont des œuvres qui appartiennent à la littérature mondiale, universelle. Donc qu'on l'adapte en France, qu'on le traduise, qu'on le sous-titre en anglais, en japonais, c'est tout à fait normal parce que ça fait partie d'une littérature qui appartient à tout le monde. La Nouvelle Héloïse de Rousseau, pas les grands. Il est évident que si nous voulons en Afrique nous pencher sur des œuvres maîtresses de la littérature africaine ou des littératures africaines, je l'emploie le pluriel parce que c'est lusophone, c'est anglophone, c'est hispanophone, c'est francophone. Il y a très peu d'œuvres, à ma connaissance, qui ont été adaptées à l'écran. C'est le cas, par exemple, de très, très, très beaux livres, romans. Il n'en a fait que 2, malheureusement, avant de mourir. Un grand scientifique s'appelle Ibrahim Ly, qui a fait Toile d'araignée, qui a été adapté par un cinéaste malien, qui a connu la situation politique du Mali du temps de Moussa Traoré. Et le film a eu beaucoup de prix, parce que c'était vraiment quelque chose qui parlait aux gens sur la gouvernance, la malgouvernance, etc. Mais ceux qui se décident à investir dans un scénario pour que la réalisation puisse se faire, il faut qu'ils soient certains qu'il y a des retombées par la suite. Or, le contexte africain, nous voyons beaucoup de beaux films au FESPACO. Beaucoup. On va en Tunisie, on en voit à Khouribga, on en voit à Luxior. Il y a des films, mais les films ne circulent pas. Alors, on investit dans un film, on réalise le film ne circule pas, il n'y a pas de retombées. Les télévisions ne sont pas prêtes à investir. Ça nous fait revenir à la deuxième question sur le financement. Je suis curieux quand je vois au générique d'un film qui a financé le film. En général, il y a Arte, il y a les régions de France, Île-de-France, qui se sont spécialisées dans le financement du cinéma. Là où les États africains eux-mêmes, en tout cas singulièrement en Afrique subsaharienne, en dehors du FOPICA dont j'ai parlé, et le FOPICA ne peut pas financer un film. Le FOPICA peut aider à aller chercher d'autres financements pour que le film soit réalisé. Il faut des coproductions franco-sénégalaises ou sénégalo quelque chose d'autre. Mais le Sénégal lui-même n'investit pas. Je donne un exemple intéressant. Quand on a organisé le FESMAN à Dakar, il y a quelques années, sous la présidence de Wade, Abdoulaye Wade, j'ai présidé un grand colloque africain sur la production et la coproduction cinématographique en Afrique. Beaucoup de cinéastes, de réalisateurs, de critiques, d'hommes du 7e art avaient fondé beaucoup d'espoir sur les conclusions de cette importante conférence africaine. J'ai encore chez moi le document que le président de la République il avait pris l'engagement de prendre les conclusions pour faire le tour des pays africains, pour que chaque pays africain ait l'Union, à l'époque c'était pas, je crois que c'était l'Union africaine, l'Union africaine, l'UEMOA
qui a quand même un chapitre consacré à la culture et au cinéma en particulier. Que toutes ces entités-là puissent se regrouper pour faire un fonds commun pour que le cinéma africain puisse être financé et ne dépende plus des financements extérieurs. Ça a fait long feu, ça n'a pas prospéré du tout et on l'a enterré. Il se trouve ensuite que si on veut parler de coproduction, de relations, nous avons, nous, au Sénégal, des relations de coopération très suivies avec le Maroc, et je parle sous le contrôle de Madame l'ambassadeur du Sénégal en Tunisie. Je crois qu'il y a aussi eu des projets de partenariat avec la Tunisie, non seulement pour la production, la post-production, mais également pour la restauration des films. Au dernier JCC auquel j'ai participé, j'ai été ravi de voir comment la Tunisie a mis beaucoup d'argent pour restaurer des films qui, sans cette restauration, seraient perdus pour de bon. Donc, il y a une initiative africaine qu'il faut prendre, mais la source de l'initiative doit venir des instances que l'Afrique dont l'Afrique s'est dotée pour donner au cinéma africain son identité. Parce que le problème qui se pose, c'est que quand on ne finance pas un film qui est adapté d'un roman, et parce qu'on n'en attend pas de retombées, c'est parce que aussi, dans le public africain, il n'y a pas suffisamment de ressources de gens intéressés. Évidemment, vous me direz, quand dans un pays comme le Sénégal, ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé à restaurer, à construire des salles de cinéma. Pendant longtemps, nous sommes restés sans salle de cinéma. Donc, l'effort qui est fait pour adapter un roman, un bon roman, au cinéma, ou des films qui sont primés aux différents festivals, Ouagadougou, Carthage, etc., et qui ne sont pas vus, évidemment, là aussi, ça pose problème pour dire je mettrai de l'argent pour cofinancer une adaptation ou pour financer une adaptation d'une. Quand même, nous avons de très, très, très grands littérateurs, d'écrivains en Afrique. Je parle de volet. À ce propos, au FESPACO, à une des éditions, nous avions comme sujet de discussion, organisé par le CODESRIA, la production cinématographique et l'adaptation. Et Wole Soyinka lui-même est venu nous faire un très, très bel exposé sur la question, mais c'est resté lettre morte. C'est-à-dire qu'on n'a plus eu de répondants. Je crois que c'est un sujet qui est inépuisable. Le financement, nous avons intérêt, nous, Africains, du Nord, subsaharienne, de l'Est, de l'Ouest, je veux dire de l'Afrique du Sud, quand même qui a un potentiel énorme en matière de financement. Et qui finance beaucoup de films d'ailleurs, de niveau assez en dents de scie. On le voit lors des festivals. Le Nigeria qui a des retombées financières extraordinaires par Nollywood et autres. C'est Nollywood, hein, je crois. Hein, c'est pas Bollywood, c'est Nollywood. Mais des milliards. Mais qu'est-ce que le Nigeria fait pour investir dans une production cinématographique africaine, non pas nigériane, qui englobe le continent dans toutes ses dimensions de production, de post-production, synchronisation, matériel, formation, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là les grands défis, à mon avis, auxquels le cinéma africain, tous genres confondus, est confronté. Évidemment, en Tunisie, au Maroc, vous avez une meilleure situation qu'en Afrique subsaharienne. Ça, il faut bien le reconnaître. Merci beaucoup, Monsieur Cassé. Je suis désolée de devoir interrompre cette... Vous avez pas fait mal. Malheureusement, nous avons le couvre-feu et une projection à assurer dans la foulée. Cher Tarek, merci beaucoup pour ta présence virtuelle. Merci, Monsieur Cassé, vraiment. Merci, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci C'était très profond et très intéressant et à refaire très vite. À très bientôt, cher Tarek. Et puis nous, on reste ensemble. Dans quelques minutes, nous allons donc projeter Atlantique, réalisé par Mati Diop. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça a été un plaisir. Et merci au public d'avoir été très patient. Et oui.